Alors moi aujourd'hui je vais vous emmener découvrir le domaine de l'astrochimie qui est étroitement lié au domaine de l'exobiologie parce qu'en fait on s'intéresse aux origines de la vie et aux origines chimiques de la vie. Alors déjà je voulais juste refaire un peu une mise au point sur qu'est-ce que c'est que l'exobiologie. Donc l'exobiologie c'est un domaine interdisciplinaire. Ça n'est pas une discipline puisqu'elle fait appel à toutes les disciplines que vous connaissez, les sciences dures et les sciences molles. Et donc, on ne peut pas être exobiologiste, on est astrochimiste faisant de l'exobiologie, on est biologiste faisant de l'exobiologie, on est physicien faisant de l'exobiologie, vous l'aurez compris. Et donc, c'est un domaine assez récent qui concerne tout ce qui est les grandes questions au sujet de l'origine de la vie, de son émergence, de son évolution sur Terre et éventuellement ailleurs. L'exobiologie, on peut la décrire en 5 thématiques majeures. Vous en avez déjà entendu parler au cours des autres conférences les jours précédents, mais pas tous. Donc, ça concerne par exemple les ingrédients à l'origine de la vie. On va essayer de déterminer quels sont ces ingrédients, comment on peut les former, quelles sont les conditions dans lesquelles on peut les retrouver. On s'intéresse évidemment à la chimie prébiotique, c'est-à-dire le passage du non-vivant au vivant. Et si, j'ai pas vu la conf d'il y a quelques jours, mais normalement vous en avez déjà entendu parler, de cette chimie prébiotique. Vous avez aussi entendu parler de tout ce qui concerne l'émergence du vivant, donc la recherche des plus anciennes traces de vie sur Terre, puisque ça aussi, ça peut nous permettre d'avoir des indices sur comment la vie est apparue sur Terre, comment la vie a émergé sur Terre. On a aussi tout ce qui concerne les évolutions, donc biologiques, donc tout ce qui va être mutation, ou évolution de la vie dans des conditions extrêmes, vous en avez entendu parler il y a quelques jours. Et on va aussi rechercher cette vie ailleurs, puisque une des grandes questions, c'est quand même aussi de savoir, sommes-nous seuls dans ce vaste univers? Donc moi, aujourd'hui, je vais surtout vous parler des premiers et derniers points, c'est-à-dire les ingrédients à l'origine de la vie et sa recherche de traces de vie ailleurs. Donc déjà, pour parler des ingrédients à l'origine de la vie, il faut commencer à savoir qu'est-ce que c'est la vie. Parce que si on décortique ces différents mots dans mon titre, ingrédients, on sait ce que c'est pour faire une recette. L'origine, bon, on se doute, c'est le début de quelque chose. Mais la vie, qu'est-ce que c'est la vie? Je ne vous ai pas remis différentes définitions de l'origine de la vie parce qu'elles ne sont pas toutes exhaustives. Et puis, il n'y en a pas vraiment une, finalement, qui fait consensus général. Et c'est un gros problème. On verra que ces ingrédients, on peut les appeler des biomarqueurs. Donc il faut les définir, quels sont ces biomarqueurs de la vie et dans quelles conditions. Et ensuite, c'est à partir de là qu'on va pouvoir aller rechercher des traces de vie ailleurs, à partir donc de ces biomarqueurs qu'on a définis et ces conditions. À noter que, évidemment, on est biaisé par la vie terrestre, puisque c'est la seule qu'on connaît. Donc on base des contraintes sur cette vie terrestre, mais on ne sait pas, on ne sait vraiment pas si une telle vie, si la vie est apparue ailleurs, si elle ressemble à la vie terrestre. Mais bon, il faut bien commencer quelque part, donc on se dit que peut-être c'est un processus universel, et c'est ça qu'on va essayer de chercher. Alors, la vie, c'est pas juste les humains, vous le savez, c'est des millions d'espèces sur Terre. L'homme, c'est juste une espèce parmi, je l'ai mis ici, nos ancêtres, une espèce parmi des millions. Et surtout, la vie, elle a évolué pendant 4 milliards d'années sur la Terre. Elle a évolué, elle a muté, elle a eu des hasards, elle a eu des bouleversements climatiques, des catastrophes naturelles, etc., qui ont fait que la vie a pris des chemins qui n'étaient pas tracés de manière certaine sur le papier. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut essayer d'en parler et retracer cette évolution de la vie qui a donc 4 milliards d'années. Donc c'est quand même beaucoup. Mais je vous ai mis ici quelques représentations de cette vie, mais la vie, en fait, la biomasse majoritaire, c'est les bactéries et les archées. Ce sont des micro-organismes. Et ces micro-organismes, en fait, ce sont les premiers qui ont émergé sur la Terre. Et donc, c'est à partir de cela
qu'on va aller chercher qu'est-ce qu'on a en commun. Puisque toutes ces espèces qui vivent actuellement sur Terre, elles ont quelque chose en commun. Et je vous l'ai mis en jaune ici, c'est notre patrimoine chimique. Pas génétique, chimique. Puisque en fait, nous sommes juste des machineries chimiques. On a des centaines de molécules dans notre corps qui fonctionnent et qui font fonctionner notre corps. Et tout ça, c'est de la chimie, c'est des réactions chimiques. Donc, si on essaye de regarder à la loupe toute cette vie humaine et d'essayer d'en trouver un dénominateur commun, donc on va chercher ce que je vous ai dit précédemment, des biomarqueurs. Et donc ces biomarqueurs, eh bien, en fait, ils sont résumés ici, sur cette représentation schématique, de 3 entités majeures qui sont dans toute vie terrestre. Et donc ces entités, c'est quoi? C'est les protéines, à la base de la réplication, évidemment, on ne peut pas survivre sans ça. L'ADN, l'acide désoxyribonucléique, à la base de notre code génétique, qui permet de transmettre tout notre savoir de génération en génération, savoir qu'on n'a pas vraiment conscience des fois, mais... Et ensuite, c'est une membrane, un compartiment, en fait, qui permet d'isoler ces entités du reste de l'environnement. Et ça, c'est aussi très important. Donc, ça fait partie de ces 3 entités majeures et qui sont nos points communs entre tous les groupes, entre les 3 groupes d'espèces vivantes sur Terre. Et alors, ici, ça paraît compliqué comme molécules, parce qu'en effet, c'est des molécules complexes, mais si on les décortique, en fait, on se rend compte que les protéines, qu'est-ce que c'est? C'est juste des enchaînements d'acides aminés. Ces acides aminés, je vous en ai représenté un ici, c'est des petites molécules qui ont entre 5 et 10 atomes et qui se composent d'un groupement amine, d'un groupement carboxylique. Donc ça a du carbone, ça a de l'hydrogène, de l'azote, de l'oxygène. Ce sont des petites molécules, mais enchaînées les unes aux autres, ça fait les protéines. De la même manière, on peut décortiquer l'ADN, et si on décortique l'ADN, on trouve des bases nucléiques, qui sont des molécules cycliques composées de carbone et d'azote. On trouve des sucres, des molécules aussi cycliques, mais cette fois composées de carbone et d'oxygène. Il y a évidemment de l'hydrogène qui traîne. Et ensuite, on trouve le phosphate, qui est donc composé d'oxygène et de phosphore. Donc vous voyez, à nouveau, c'est des petites molécules. Et moi, dans mon domaine, c'est des molécules qu'on qualifie de simples. Ensuite, si on décortique la membrane, notre 3e entité, eh ben, cette membrane, elle est faite de chaînes organiques qu'on appelle amphiphiles, c'est-à-dire qui ont des têtes polaires et des têtes apolaires, justement permettant de séparer les entités de l'environnement extérieur, souvent de l'eau. Et donc ces molécules, elles sont aussi relativement simples. Ce sont des chaînes d'alcanes, donc de carbone, hydrogène, et au bout, il y a des groupements plus ou moins fonctionnels avec de l'oxygène, de l'azote et éventuellement du phosphore. Et donc, toutes ces molécules et ces entités que je vous ai décrites, c'est ce qu'on va trouver dans notre jargon comme appelé étant les briques de la vie. Mais alors attention, parce que ces briques de la vie, donc je vous les ai remises ici, nos petites molécules qu'on a décortiquées à partir de ces entités-là, on peut les qualifier de biomarqueurs, mais attention aux faux biomarqueurs. Et alors pourquoi? Vous direz, mais pourquoi? Puisque c'est des choses qu'on trouve dans la vie. Eh bien en fait, parce que ce sont des molécules qu'on peut former aussi par une chimie qu'on appelle abiotique. C'est-à-dire une chimie qui ne fait pas appel au vivant, une chimie qui peut se dérouler partout, et en particulier dans l'espace. Cette chimie abiotique, elle est très importante parce qu'en fait, elle a permis la formation d'énormément de molécules, je vais vous montrer, et ces molécules-là en font partie. Donc ça veut dire que dans notre laboratoire, dans un tube à essai, sans vie, on est capable de former toutes ces molécules-là. Donc si on est capable de ça, ça veut dire que ça ne peut pas être des vrais biomarqueurs si on les trouve ailleurs. Alors, pour comprendre la formation de ces molécules dans l'espace, en fait, on a des indices. Et le premier des indices, c'est quand même qu'on a des cailloux qui nous tombent sur la tête. Vous en avez peut-être vu au cours de cette semaine, des météorites. Parmi les différentes classes de météorites, on a une météorite qui nous intéresse particulièrement, c'est des météorites carbonées. On appelle ça des chondrites carbonées, parce qu'elles contiennent du carbone, jusqu'à peu près 4-5% en masse.
Et on a également, vous le savez, qui traversent parfois notre système, des comètes. Et les comètes, on a pu aussi avoir des missions spatiales qui sont allées orbiter autour des comètes et décrire une composition cométaire qui serait à peu près à 40-50% en matière organique, en molécules organiques. Alors comment c'est possible d'avoir une telle diversité dans ces corps-là? Donc je vous donne un autre exemple ici de cette matière organique dans les chondrites carbonées. Alors ici, vous avez une représentation en camembert des types de molécules qu'on trouve dans ces météorites carbonés. Et si vous regardez bien, on reconnaît ici un amide, mais il y a aussi des acides aminés. Alors il n'y a pas là, il est là, mon acide aminé, avec son groupement azote et son groupement oxygène. Donc il y a déjà des acides aminés qui existent dans les météorites, et il y en a même plus que les 20 acides aminés protéinogènes qui sont dans nos protéines. Ici, un autre type d'analyse sur cette matière organique météoritique, c'est une spectrométrie de masse très haute résolution qui nous permet d'aller voir vraiment de manière large toutes les molécules qui sont présentes dans ce caillou. Et sans vous décrire vraiment le graphe, mais en fait chaque pic correspond à une formule et donc à plusieurs molécules. Et en fait, c'est pas 10, c'est pas 100, mais c'est des milliers de molécules qu'on a dans ces objets-là. Et ça a vraiment été une révolution, parce qu'au début, on pensait juste qu'il y avait des dizaines de molécules dans les météorites, mais plus on regarde finement, plus on utilise des technologies de pointe, et plus on s'aperçoit que c'est bourré de molécules différentes, et donc avec une très grande diversité. Et donc, comment une telle diversité a pu se retrouver dans ces météorites? Et bien pour ça, il faut faire appel au domaine de l'astrochimie. L'astrochimie, c'est le couplage entre l'astronomie et la chimie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'intéresse surtout en astrochimie à ce qu'on va appeler le milieu interstellaire. C'est, comme son nom l'indique, c'est un milieu entre les étoiles, et c'est un milieu qui n'est pas vide, hein, l'univers il n'est pas vide, mais il est rempli de gaz et de poussière, et en certains endroits de l'univers, et bien ces poussières se rassemblent, se condensent et forment soit, donc ici c'est la grande nébuleuse de la Carène, et au milieu de cette nébuleuse, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des nuages moléculaires. Ici, une petite vidéo qui est une animation, bien sûr, d'un zoom dans un nuage moléculaire. Donc vous voyez toute cette matière-là qui est diffuse. Ça fait vraiment un peu comme les nuages dans le ciel, mais c'est beaucoup plus grand. Et donc ils font un petit zoom dans ce nuage moléculaire pour montrer qu'en fait, il y a plein de molécules qui flottent dans la phase gazeuse donc, de ces nuages. Ce n'est pas vide. Et ce qu'on s'est aperçu en regardant ces nuages moléculaires, ça fait une quarantaine d'années, même pas, hein, que ce type d'observations sont faites dans le milieu interstellaire, c'est que ces nuages moléculaires, donc vous en avez un ici qui est dans la nébuleuse de la Carène qui s'appelle la montagne mystique. Donc vous voyez, des parties qui sont vraiment denses, d'autres qui sont très éclairées par les étoiles environnantes. Et donc grâce aux télescopes spatiaux, mais aussi terrestres, il a été identifié plus de 200 molécules dans la phase gazeuse de ces environnements. Cette phase gazeuse, c'est 99% en masse, mais c'est majoritairement composé d'hydrogène et d'hélium, les deux atomes les plus abondants de l'univers. Mais il y a aussi donc ces molécules, et puis les identifications de molécules dans la phase gazeuse continuent encore de nos jours. On découvre tous les jours des nouvelles molécules. Donc on n'est pas... c'est pas 200 le chiffre, je pense que si dans 10 ans, quelqu'un vous parle de ça, peut-être que ce sera 1000. Hein. Et alors, ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est que dans ces nuages, il y a cette phase gazeuse, mais il y a aussi une phase solide. Une phase solide qui est à 1% en masse, mais une phase solide qui va être très intéressante et qui va jouer un rôle majeur dans la formation de nouvelles molécules et ensuite dans la formation des premières roches, des premiers solides dans la formation d'un système planétaire.
Alors, ces grains de poussière, ils sont microscopiques, ils font entre 10 et 100 microns, et en fait, dû à la très basse température qu'il y a dans ces nuages, il fait moins 260 degrés Celsius. Eh bien, toutes les molécules que je vous ai montrées qui flottaient dans la phase gazeuse, en fait, vont venir se condenser sur la phase, sur le grain solide et geler. Et ça va former des manteaux de glace qui recouvrent ces petits grains micrométriques. Et c'est à partir de ces petits grains micrométriques qu'on va faire ce qu'on appelle donc des glaces interstellaires. Elles sont observées, on a des mesures en infrarouge qui nous disent quelles sont la composition majoritaire de ces glaces, etc. Donc on connaît la composition de ces glaces dans les nuages moléculaires denses. Alors, comment ça marche, la formation des molécules au niveau de ces petits grains de glace? Donc, la première molécule à se former, c'est de l'eau. Donc ici, c'est une animation, à nouveau, qui vous montre ce petit grain de glace et qui vous montre à la surface donc, de ce grain, ce que vous avez, c'est en blanc les atomes d'hydrogène et en rouge les atomes d'oxygène. Et vous voyez que les atomes d'oxygène, ils bougent pas beaucoup, parce qu'en fait, il fait trop froid pour eux. Par contre, les atomes d'hydrogène, ils diffusent beaucoup, ils bougent beaucoup, parce qu'ils ne condensent pas totalement sur la glace, parce que eux, ils condensent à une température plus faible que moins 270 degrés Celsius. Donc, les hydrogènes bougent et vont rencontrer des atomes d'oxygène. Et là, ils vont former la première molécule qui est la plus abondante dans ces glaces interstellaires, c'est l'eau. Donc je vous ai remis ici quelques petites équations pour vous dire comment, par addition de cet hydrogène sur l'oxygène, on forme cette glace d'eau. Et donc c'est ce qu'on appelle des réactions d'hydrogénation. Ça se déroule dans le nuage moléculaire dense, à très basse température, et c'est comme ça qu'on forme les premières molécules les plus importantes et les plus abondantes dans ces glaces interstellaires. On forme également de l'ammoniac par addition d'hydrogène sur de l'azote. Il y a aussi un peu d'azote, évidemment, dans ces grains qui condensent sur ces grains interstellaires. Et il y a aussi, bien sûr, du carbone et de l'oxygène. Le CO provient souvent de la phase gazeuse, mais à une certaine température, donc il condense sur ces grains. Il vient se faire percuter par les hydrogènes et former, à la fin, du méthanol. Et donc en fait, l'eau, l'ammoniac et le méthanol, c'est nos trois molécules majoritaires qu'il y a dans ces glaces interstellaires au moment où elles sont dans le nuage moléculaire dense. Et les nuages moléculaires denses, pourquoi on s'intéresse à eux? Parce que ce sont le berceau de la formation des nouveaux systèmes planétaires. Les nuages moléculaires denses, donc composés de ce gaz et de cette poussière, ils sont soumis aux perturbations gravitationnelles, évidemment, qui se passent dans l'univers. Et puis, s'ils deviennent trop denses, à un moment, la gravité s'effondre et on va avoir la formation d'une nouvelle étoile au centre du point. Et autour, on va avoir un disque de poussière et de gaz qui est donc celui qui était présent autour de cette nouvelle étoile dans le nuage moléculaire. Au bout de plusieurs millions d'années, tout ça, ça prend des millions d'années, chaque étape, le disque s'amincit, commence à former ce qu'on appelle le disque protoplanétaire, commence à former les premiers solides et éventuellement va mener à un nouveau système planétaire. Alors, c'est schématisé, on pourrait passer des heures à vous expliquer différentes étapes de ce processus, mais ce qu'on s'intéresse là-dedans, c'est donc que va devenir mon grain dans cette évolution. Donc ici, de manière aussi linéaire, on estime que le grain, donc, qui est ici, il a formé ses premières molécules, je vous ai montré l'eau, le méthanol, l'ammoniac, du CO2, etc. Eh bien, quand il va se retrouver dans ce disque de poussière ici et de gaz, eh bien, il va évoluer, il va être soumis à des effets de température, puisque plus il va être proche de l'étoile, plus ça va chauffer, et il va être aussi soumis à des irradiations ultraviolettes émises, bien sûr, par l'étoile. Et ça crée de la chimie au niveau de notre glace interstellaire, de notre réacteur chimique, et ça va faire évoluer nos premières molécules en une seconde génération et éventuellement troisième génération pour former ce qu'on va appeler de la matière réfractaire qui, à température ambiante, en fait, nous, on peut l'analyser. Alors, je vous ai dit justement, on peut l'analyser parce qu'en fait, on recrée
cette chimie en laboratoire. Donc pour ça, on fait des expériences qu'on couple avec des modèles théoriques et bien sûr, tout ça comparé continuellement avec les observations qu'on a du milieu interstellaire, de différents nuages moléculaires jusqu'à des prédisques protoplanétaires. Alors voici ici une photo et ensuite une représentation schématique de l'intérieur de ce type de réacteur qu'on a au laboratoire. Donc ici, ce que vous avez, c'est en fait, vous avez un cylindre qui va représenter notre chambre de réaction. Un cylindre ici auquel est accroché différentes choses. Il est sous vide, ce cylindre, donc on crée un vide de l'ordre de 10-9 millibars pour reproduire les conditions, bien sûr, qu'il y a dans le milieu interstellaire. Et ensuite, grâce à ce qu'on appelle une tête cryogénique, on peut descendre en température un porte-échantillon qui est au centre. Il est représenté ici, qui est au centre de notre cylindre. On peut descendre en température jusqu'à moins 260 degrés Celsius. Donc on représente vraiment la température qu'il y a dans ces nuages moléculaires. Et ensuite, grâce à l'arrivée de flux de gaz qui vont venir directement se condenser sur la surface de notre doigt froid, eh bien on crée notre glace. Donc typiquement, on injecte de l'eau, du méthanol, de l'ammoniac, du dioxyde de carbone, etc. Et pour suivre l'évolution de la glace, donc on n'ouvre pas l'expérience, hein, on suit directement avec des techniques d'analyse qui sont couplées à la chambre, des techniques de spectroscopie infrarouge et des techniques de spectrométrie de masse. Elle est ici. On a également une source à plasma d'hydrogène qui nous permet de reproduire les irradiations ultraviolettes, je vous en ai parlé tout à l'heure, de l'étoile qui est en train d'irradier sa poussière dans son disque protoplanétaire. Et donc, schématiquement, on représente nos glaces en laboratoire comme ça. Donc, on forme nos glaces à partir de l'eau, du méthanol, de l'ammoniac et d'autres molécules qu'on sait qu'elles sont là-haut, hein, les observations nous l'ont dit. On les irradie avec des photons ultraviolets. On leur fait des cycles de chauffage entre alors je suis en Kelvin, hein, mais c'est moins 260 degrés et moins 73. Et ensuite, on réchauffe jusqu'à température ambiante, donc 300 Kelvin, 10 degrés. Et on s'aperçoit que, donc, au cours de tous ces processus-là, il y a énormément de réactions chimiques qui se passent. Ici, une autre petite animation qui avait été faite par ce studio, où vous avez ici des CO, le C étant noir, le O étant rouge, et puis vous avez toujours ces hydrogènes là en blanc qui se promènent, et c'est eux qui font la réactivité, surtout donc à basse température. Et ici, on commence à former des molécules un petit peu plus complexes. Donc on a le méthanol, mais on a aussi des molécules qui contiennent plus d'atomes, le méthylformate, le glycolaldéhyde, etc. Et donc vous voyez comment ça marche. Avec la température, en fait, les molécules vont pouvoir commencer à diffuser, on appelle ça diffuser, dans la glace, à bouger, en fait, et à se recombiner. Et alors, à un moment, il va y avoir un photon UV qui va arriver. Je crois que c'est bientôt. Il va arriver de là. Et il va venir là, vous voyez. Donc ça, c'est un photon ultraviolet, comme nous, ce qu'on simule au laboratoire. Il a cassé la molécule, je ne sais pas si vous avez vu, mais elle a perdu un hydrogène. C'est devenu un radical réactif. Et du coup, avec l'autre molécule à côté, ils ont formé une nouvelle molécule. Alors ensuite, on a tout un tas de molécules qui se sont formées. Notre grain, là, il contient encore de la glace. Et puis, avec la température, parce qu'il se balade dans le disque protoplanétaire, eh bien, il est déshydraté, il perd son eau, mais il garde des molécules, il garde de la matière organique. Ici, c'est plus une animation, c'est une vidéo de la glace qu'on forme en laboratoire. Donc ici, c'est notre porte-échantillon. Et ce que vous avez vu juste à l'instant, c'est que quand on a réchauffé, l'eau est partie et c'est désorbé de la surface. Mais vous voyez qu'encore on a des petites bulles là, parce qu'en fait, il y a plein de molécules qui, du coup, passent dans la phase gazeuse. Donc sont désorbées, mais on continue à avoir une matière qui reste à la surface de notre porte-échantillon, qui se complexifie encore sous effet de la température, forme des molécules plus grosses, plus complexes, et in fine, on a une sorte de film visqueux à la limite du solide, mais ça reste un film visqueux sur notre porte-échantillon.
et donc à température ambiante. Et on est capable donc de l'extraire cette fois de l'expérience, de la manip. Et voici ici donc une photo de ce porte-échantillon. Notre fenêtre ici, elle est là au milieu. Et vous voyez toutes ces taches sales qui sont sur la fenêtre. Alors pour l'histoire, les premières expériences qu'ils faisaient avec ce type d'expérimentation, au début, ils nettoyaient systématiquement leur porte-échantillon à la fin de l'expérience, pensant que c'était de la saleté ou de la crasse. Et en fait, on s'est aperçu avec le temps et en analysant avec différentes techniques que cette matière-là, elle est extrêmement intéressante parce que c'est ce qu'on appelle donc ce résidu de matière organique et qui va pouvoir se retrouver intégré au premier solide formé dans un disque protoplanétaire. L'analyse de ce type de résidu. Donc ici, je vous ai remis ce plot-là avec tous ces traits qui en fait nous permettent donc de diagnostiquer, d'avoir la composition moléculaire de notre résidu. Et donc à nouveau, hein, c'est pas 10, c'est pas 100, c'est peut-être 10 000, en fait on en a même compté 10 000 molécules qui sont présentes dans ces résidus organiques. Je vous le rappelle, au début on a mis 3 molécules. On a mis de l'eau, du méthanol, de l'ammoniac. Après les processus qu'on a fait subir à notre glace, on se retrouve avec plus de 10 000 molécules. Donc vraiment, le grain interstellaire, enfin la glace interstellaire, ça peut être un réacteur très très puissant au niveau chimique et au niveau évolution. On a aussi, avec des analyses ciblées, on a aussi trouvé que ce résidu contient des acides aminés. Donc, comme je vous ai montré précédemment, il a aussi des sucres, il a aussi quelques bases. En fait, il a finalement toutes les... presque, hein, ça dépend de la composition qu'on met au départ. Le phosphore, on ne le met pas souvent dans nos expériences. Mais il a quasiment toutes les briques de la vie que je vous ai définies précédemment. Et donc, je reviens à mon corps primitif du système solaire, à mes météorites. Donc, en fait, ce type de matière organique pure, hein, c'est pur, c'est 100% de molécules organiques, eh bien, on pense qu'il a pu être accrété, introduite dans les astéroïdes qui sont donc les restes de la formation de notre disque protoplanétaire. Mais aussi dans les comètes, plus loin du Soleil, avec des processus un peu différents, des évolutions peut-être moins poussées, puisque ça dépend de la distance au Soleil, à quel point ce type de matière a chauffé. Vous savez que dans les comètes, il y a encore de la glace, donc ça veut dire que nos molécules ne se situe pas au même niveau dans notre évolution expérimentale. On est au moment où il y a encore de la glace. On n'est pas au moment d'un résidu réfractaire. Mais donc voilà, c'est tout ça qu'on compare en faisant nos expériences. On les compare à nos météorites qu'on peut analyser finement sur Terre, aux observations qui sont faites au niveau des comètes, et on s'aperçoit vraiment que cette chimie abiotique qui se passe dans l'espace, elle est énorme et elle crée une très très grande diversité. Et donc c'est pour ça que je vous disais, attention aux faux biomarqueurs. Parce que si on peut former cette matière de manière abiotique, ça ne veut pas dire que c'est lié à la vie. Et ce n'est pas lié à la vie, on n'a pas de vie dans les météorites. On n'en a pas non plus dans les comètes, normalement. Et donc finalement, on a peut-être un peu trop décomposé nos entités biochimiques, et peut-être que les entités plus complexes, de type protéines, ADN ou évidemment la membrane, comme elles sont plus difficiles à former en laboratoire, eh bien c'est plutôt ça qu'on pourrait appeler des biomarqueurs, et c'est plutôt ça qu'il faut aller chercher ailleurs quand on veut rechercher des traces de vie ailleurs. Donc en fait, je reprends, mes molécules organiques, il y en a partout dans l'espace, et on pense que c'est grâce à cet héritage d'évolution depuis le milieu interstellaire jusqu'à le disque protoplanétaire jusqu'au nouveau système planétaire, et ensuite la chute de ces corps primitifs il y a 4,5 milliards d'années sur la Terre primitive, qui auraient apporté toute cette molécule d'un coup en des lieux différents évidemment sur la Terre primitive, mais auraient apporté de manière concentrée toutes ces molécules organiques qui ont pu participer à la réactivité qui s'est faite sur la Terre primitive pour mener à l'émergence de la vie.
Alors, au niveau des conditions, je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé des biomarqueurs, maintenant on parle des conditions nécessaires pour l'origine de la vie. Donc évidemment, on a l'eau liquide, élément immanquable, on le sait, il est indispensable pour la vie terrestre actuellement. Donc l'eau liquide, c'est une des conditions qu'il nous faut. Il nous faut, bien évidemment, je viens de vous le montrer, des molécules organiques. On fonctionne avec des molécules organiques, on en a besoin, c'est notre nourriture. Il nous faut aussi quelques minéraux, mais ça, c'est pas un problème, il y en a partout, on le sait, il y en a partout dans d'autres planètes. Ensuite, il nous faut de l'énergie. Cette énergie, elle est représentée ici par le Soleil, parce qu'en effet, au niveau de la Terre, on reçoit beaucoup d'énergie du Soleil, et au moment de la Terre primitive, cette énergie était moins, on va dire, coupée par l'effet de l'atmosphère, puisqu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas de couche d'ozone. Donc il y avait vraiment beaucoup d'énergie qui arrivait à la surface de la Terre et qui a permis aussi certaines réactivités chimiques. Et ensuite, il faut ce qu'on définit comme étant un environnement relativement stable, puisque, vous le savez, la vie, elle a mis, peut-être 1 milliard d'années à se développer, à émerger sur Terre, mais ensuite elle a mis 4 milliards d'années pour se complexifier. Et donc il faut que l'environnement reste stable, reste viable, pour que les espèces puissent évoluer et devenir quelque chose qu'on va pouvoir voir, quelque chose de macroscopique ailleurs, dans un autre système ou sur une autre planète. Et donc ces conditions, on les retrouve quand on va chercher nos traces de vie sur d'autres planètes, on les retrouve dans ce qu'on appelle la notion d'habitabilité. L'habitabilité, c'est la capacité d'un corps astronomique, exemple la Terre, à développer et accueillir la vie. Et donc, je vous ai remis mes petites vignettes là, parce qu'en fait, il y a 3 points majeurs. Donc, ça dépend de la classe spectrale de l'étoile. Il faut que l'étoile brûle, vive suffisamment longtemps pour que la vie, si elle émerge sur une planète, puisse se complexifier, puisse évoluer. Donc, c'est le cas de notre Soleil. C'est pas une étoile extraordinaire, mais c'est une étoile qui est moyenne et qui a une durée de vie suffisamment longue pour avoir permis l'évolution de la vie sur Terre. Et donc ça, finalement, c'est couplé à ce qu'on va appeler l'environnement stable. Ensuite, il faut avoir de l'eau liquide, évidemment, ça c'est le premier élément indispensable, qu'on pense indispensable pour voir une émergence de vie. Et avoir évidemment les autres ingrédients nécessaires, donc de la chimie et des minéraux. Et ça, c'est pas un problème, parce que je vous ai montré, en fait, de la chimie, il y en a partout dans l'espace. Il y a des molécules partout. Donc ensuite, il suffit que ces molécules, d'une certaine manière, s'organisent en un environnement donné pour éventuellement former une nouvelle vie. Donc ça, c'est vraiment pas, normalement, c'est pas un problème majeur. Alors, quelles sont nos cibles dans les systèmes solaires? On va juste faire une petite overview de la recherche de traces de vie dans nos systèmes solaires. Alors évidemment, Mars. Vous connaissez tous Mars, notre planète jumelle pour certains qui disent. Donc Mars, malheureusement, à l'heure actuelle, Mars n'est pas très hospitalière quand on la regarde. Mais voici une autre image de Mars. Mais Mars a une histoire extrêmement intéressante. Et donc voilà, c'est pas très hospitalier. Hein, vous connaissez tous, je pense, les images de Mars. Mars est un désert plutôt aride, très oxydé en surface, c'est tout relativement rouge, on voit évidemment aucune plante. Et donc je remets ici mes petits écussons à chaque fois. Donc en fait, Mars reçoit beaucoup d'énergie du Soleil, et encore plus maintenant parce qu'elle n'a plus d'atmosphère. Et ça donne que l'environnement n'est absolument pas stable parce qu'il est constamment irradié par les rayons du Soleil. Il y a eu beaucoup d'explorations de Mars, hein, vous le savez, depuis les temps de la guerre froide qui a commencé donc, en 1960. Il y a eu énormément de missions qui étaient envoyées vers Mars. Elles n'ont pas toutes, évidemment, réussi. Et moi, j'aimerais juste faire quelques apartés sur les orbiteurs. Donc les orbiteurs, ceux qui ont marqué beaucoup l'histoire de Mars, c'est Mars Global Survivor, Mars Express et Mars Reconnaissance Orbiter, parce qu'ils ont permis grâce avec leurs caméras et leur spectromètre infrarouge à bord, ils ont permis de montrer que Mars, elle a eu beaucoup d'eau.
Et elle a eu beaucoup d'eau il y a plusieurs milliards d'années, évidemment il y a 4 milliards d'années, 3 milliards d'années. Elle a eu de l'eau qui a coulé sur Mars. Et donc, tout d'un coup, je fais apparaître mon petit écusson eau liquide, parce qu'en fait, Mars, elle était habitable il y a 4 milliards d'années grâce à cette eau liquide. Donc vous voyez ici quelques chenaux de cette eau qui circulait. Et un delta ici une rivière. Évidemment, tout ça, c'est asséché à l'heure d'aujourd'hui, mais grâce aux orbiteurs, on a pu caractériser tous ces endroits où il devait y avoir de l'eau sur Mars, où il y a eu des lacs, où il y a eu des rivières, et même plus que ça, on a pu aussi caractériser des témoins de cette activité aqueuse et de cette eau qui a coulé sur Mars. C'est ce qu'on appelle les minéraux argileux. Et là, je fais une dédicace spéciale à un éminent collègue, John Carter, qui est dans la salle et qui fut l'un des premiers à caractériser ces minéraux argileux sur Mars, qui sont donc des témoins, puisque ces minéraux argileux, ils contiennent de l'eau. Donc s'ils ont pu se former, c'est qu'il y avait de l'eau. Et s'ils ont pu se former à l'échelle globale, comme ils sont observés à l'heure d'aujourd'hui sur Mars, c'est qu'il y avait de l'eau à l'échelle globale et beaucoup d'eau pendant des millions d'années. Donc Mars semble particulièrement inhospitalière à l'heure d'aujourd'hui pour de la vie actuelle, du moins pas en surface, ça c'est sûr, peut-être en sous-surface, mais on ne pense pas trop. Mais du coup, on recherche plutôt des traces de vie passée. Parce que pendant au moins 1 milliard d'années, Mars avait de l'eau, elle avait une atmosphère, elle avait des conditions qui semblaient habitables pour l'émergence d'une vie. Et on se dit que si Mars a eu au même moment que la Terre une apparition de vie, il doit en rester des traces quelque part. Et on pense donc que ce Mars actuel est aride, mais qu'avant, il était aussi bleu, c'était une planète aussi bleue que la Terre. Et donc, on revient sur notre croix d'environnement stable, en la décalant un petit peu et en se disant que, d'accord, l'environnement, il a peut-être resté stable pendant 1 milliard d'années, et 1 milliard d'années, c'était déjà beaucoup pour la vie sur Terre. En 1 milliard d'années, elle a déjà évolué énormément. Donc un zoom sur les robots. Pourquoi ? Parce que les robots, ça a été une technologie supérieure pour aller caractériser la surface de Mars. Et grâce à certains robots, qui ont emmené du coup à leur bord énormément d'instruments, on a pu mieux caractériser la composition de Mars et y chercher les éléments qu'on cherchait. Ici, c'est juste un zoom sur Opportunity. Opportunity, on le qualifie comme rover géologue. Et ce qu'il avait comme mission, c'était de déterminer combien de temps l'eau a coulé sur Mars, de caractériser les roches argileuses que je vous ai présentées précédemment. On les a vues par orbite, mais il faut bien sûr aller les caractériser leur composition depuis la surface. Et Opportunity, il a fait plus de 50 km en 15 ans, alors qu'il était prévu à la base pour durer 6 mois. Donc c'est quelque chose qui est quand même... C'est une technologie maintenant qui devient très robuste et qui permet de faire énormément de science pendant un temps relativement long. C'est pas celui-là qui va nous intéresser le plus, c'est Curiosity, nous qui nous intéresse, parce que Curiosity, et je vous l'ai mis là, c'est le rover chimiste en même temps que d'être géologue. Pourquoi ? Parce qu'il avait pour objectif de déterminer si il y avait des composés organiques, donc des molécules organiques présentes dans les roches à la surface de Mars, grâce à une expérience que je vais vous montrer, grâce à une technique analytique qui a été embarquée sur ce rover. Donc cette technique, c'est quoi ? C'est de la chromatographie couplée à de la spectrométrie de masse. Alors je vous ai juste remis ici le principe de base de la chromatographie, c'est de séparer les composants d'un mélange complexe grâce à une colonne. Donc en fait, vous mettez vos mélanges complexes dans la colonne et en fait, le substrat qui est dans la colonne va permettre de séparer par famille chimique vos molécules et à la fin, elles vont sortir en paquets de familles chimiques et donner ce qu'on appelle un chromatographe sur lequel vous avez des pics qu'on peut identifier donc à une ou deux molécules. Couplé à cette chromatographie, on a une spectrométrie de masse qui va permettre d'identifier les molécules grâce à leur signature en masse. Donc en fait, cette spectrométrie de masse, ça permet de ioniser une molécule qui va venir percuter un détecteur, se fragmenter
Et ici, un exemple avec une molécule donc, qui a une masse molaire à 98 et elle s'est fragmentée en plusieurs fragments qui correspondent à la perte de groupe de sa structure. Et donc, grâce à ce type de spectrométrie, on peut remonter à la nature de la molécule qu'on a analysée. Cette technique, on l'a tous en laboratoire, enfin on l'a tous, non, mais pour ceux qui font de la chimie, on a tous ce qu'on appelle une GCMS en laboratoire. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à faire une GCMS spatiale et qu'ils ont implanté dans le rover, dans Opportunity, et c'est l'instrument SAM. Donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'il est ici, dans le corps du rover, et cet instrument, il ressemble à ça. C'est quand même une grosse boîte, hein. C'est pas petit. Vous avez ici la partie colonne chromato. Donc en fait, la colonne que je vous ai montrée droite, c'était juste une représentation. En fait, les colonnes, elles sont cylindriques et elles font plusieurs mètres de long. En fait, elles sont enroulées sur elles-mêmes. Donc là, vous voyez, il y en a 6. Ici, au-dessus, on a la partie spectrométrie de masse. Donc, ce que je vous ai expliqué pour identifier les molécules. Donc, d'abord, ça passe dans le GC, ensuite dans la partie masse. Et là, on a une partie que je ne vous ai pas montrée, qui est un laser qui va pouvoir aussi impacter directement la surface de notre échantillon et faire désorber des molécules qui vont venir être analysées par le spectromètre de masse. Donc, ça, c'est SAM. Et SAM, ça fait plusieurs années qu'ils cherchent à la surface de Mars des molécules organiques. Et donc les premières données sont tombées il y a 5 ans, 10 ans, un peu moins, sur la découverte de molécules organiques sur Mars. Et voici ici donc ces chromatogrammes qui vous montrent avec la corrélation ici avec les molécules, qui vous montrent donc qu'il y a quelques molécules, alors c'est surtout carbonées et hydrogénées, qui ont été détectées dans le premier échantillon dans lequel il y avait cette matière organique. Donc surtout des alcanes et des chaînes carbonées. Mais pas dans tous les environnements. Parce qu'en fait, Sam, il cherche à chaque analyse qu'il fait, il cherche s'il y a ces molécules-là. Et il y a plein d'endroits, donc ils ont différents noms à la surface de Mars, dans lesquels il n'a pas trouvé de molécules organiques. Et les premières qu'il a trouvées, c'est dans cet environnement de Cumberland, où il a trouvé donc par exemple ce benzène, cette molécule aromatique avec du carbone et de l'hydrogène. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment de molécules extraordinaires qui ont été trouvées. C'est des molécules qu'on va dire classiques. On en a dans les météorites, on en forme dans les labos de manière très simple. Mais bon, ça prouve quand même qu'il y a du carbone sur Mars, pas dans tous les environnements. Donc c'est là aussi où c'est pas évident, parce que finalement, avec tous les rovers qu'il y a eu à la surface de Mars, ils n'ont pas parcouru beaucoup de la surface de Mars. Donc il y a encore plein d'environnements qui n'ont pas été caractérisés. Et puis surtout, avec ce type d'instrument, on ne sera pas capable, même si on détecte un acide aminé, de dire s'il est lié à la vie ou pas. Et donc c'est pour ça qu'il y a une nouvelle mission qui a été envoyée par la NASA, Mars 2020, donc avec le rover qui s'appelle Persévérance, que je vous ai mis ici comme un curiosité plus, parce que c'est à nouveau un rover géologue. Il n'a pas de technique instrumentale pour caractériser les molécules organiques, donc il ne va pas aller chercher la matière organique, contrairement à ce qui peut être dit des fois dans la presse. Mais par contre, c'est une mission de retour d'échantillons, de préparation de retour d'échantillons, parce qu'en fait, il parcourt la surface de Mars et il prélève des petites carottes à différents endroits que les géologues ont déterminées comme étant intéressantes. Et ces petites carottes, il les stocke, et ensuite, il va y avoir un autre rover qui va venir les récupérer. Tout ça, c'est normalement 2030, qui va venir récupérer ces échantillons et les rapporter sur Terre. Et à partir de là, quand on aura ces échantillons sur Terre, on pourra faire des analyses extrêmement poussées et pouvoir déterminer s'il y a des molécules organiques, quelles sont leurs natures, et si, éventuellement, elles sont liées à une vie passée. Donc si vous n'en avez pas entendu parler, je vous invite à aller regarder un peu cette mission de la NASA. Elle est en cours, hein, évidemment, le rover est en train de circuler. Et ils avaient mis une prouesse technologique de plus. Ils avaient mis un hélicoptère qui était accroché sous le rover. Et l'idée, c'était de faire voler l'hélicoptère à la surface de Mars. Ça a très bien fonctionné. Donc on a des images, des vidéos même d'hélicoptères qui ont
qui a volé à la surface de Mars. L'autre mission qu'on attend énormément, c'est la mission ExoMars, qui normalement devrait partir en 2028. Il y a eu quelques aléas. Et celle-là, elle est très intéressante pour nous parce que, de la même manière que l'instrument SAM est sur Opportunity, eh bien, cette mission-là, ExoMars, avec le rover Rosalind Franklin, aura une technique de spectrométrie, chromatographie, de masse, pour caractériser les molécules organiques. Donc il aura quasiment le même appareil, la même instrumentation que ce que je vous ai montré, qui est capable d'aller caractériser la composition des molécules organiques. Et le gros plus, c'est qu'il va venir forer dans le sol de Mars. Parce que ce qu'on sait avec toutes ces analyses, finalement, c'est que le sol de Mars est relativement stérile, et que même s'il y a des molécules qui étaient là il y a 3 milliards d'années, eh bien, elles se sont fait décomposer par les rayonnements ultraviolets du Soleil qui atteint la surface constamment. Donc le rover, il va venir creuser et prélever un échantillon jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et c'est cet échantillon-là qu'on pense être prélevé dans une zone qui va être évidemment préservée, qui pourrait être plus riche en matière organique puisque protégée de la surface qui est constamment irradiée. Et donc, finalement, on sait que Mars, à l'heure d'aujourd'hui, n'est pas habitable, mais que, par le passé, elle a pu avoir tous les ingrédients qui étaient nécessaires pour une possible émergence de vie. Mais tant qu'on ne l'a pas trouvé, on ne peut pas dire que Mars a abrité la vie, quoi. Donc on continue l'enquête et ce n'est pas fini. Une autre cible dans le système solaire qui est très intéressante aussi, on en avait peut-être entendu parler, c'est les satellites glacés. Elle est plus récente que Mars parce que ces satellites, ils ont été visités particulièrement par la mission Cassini et qui a apporté énormément de données très très intéressantes sur ces satellites qu'on ne soupçonnait pas d'être aussi intéressants au niveau jovien et saturnien. Donc, vous avez de représenter ici ces satellites dans le système jovien. Il y en a 4 majeurs. Il y en a un qui va nous intéresser en particulier, Europe. Je vais vous faire un zoom juste après. Et dans le système saturnien, on en a 2 qui nous intéressent particulièrement. Titan, vous en avez peut-être entendu parler. Titan est un satellite qui a une énorme atmosphère très très dense, où il y a énormément de chimie qui se passe, surtout une chimie carbonée et azotée, et qui crée des aérosols de matière organique qui viennent retomber à la surface. Et à la surface, il y a des lacs d'hydrocarbures. Enfin, c'est un réacteur chimique, Titan, c'est merveilleux. Et il y a une mission de la NASA qui va partir vers Titan bientôt, qui s'appelle Dragonfly. Donc Titan, d'une part, mais Titan, on n'est pas sûr qu'elle est de l'eau, je vais juste vous montrer après. Et ensuite, Encelade, qui est un petit satellite, mais extrêmement intéressant. Alors, une comparaison des différentes lunes du système jovien. Et là, je vous ai mis mon petit écusson d'eau liquide parce qu'en fait, ces lunes contiennent énormément d'eau. Elles ont évidemment, pour les 3, Europe, Callisto et Ganymède, elles ont à leur surface des couches de glace qui sont plus ou moins épaisses. Et pour Europe, Ganymède et Callisto, on pense qu'il y a des océans à l'intérieur, dessous cette couche de glace. C'est les modèles qui ont montré ça, c'est les mesures de densité, c'est aussi les observations de la surface qui montrent une surface glacée avec des stries, avec une activité de surface qui fait disparaître les cratères. Vous voyez que en fait, Callisto, elle a une couche de glace, mais elle est très très cratérisée, donc la couche de glace, elle bouge pas trop à la surface, contrairement de Europe. Et donc, il y a des propositions de quantité de glace qui sont données, 10-15%, 30-50, 30-50. Et si on compare en quantité d'eau par rapport à la taille de l'objet, par rapport à la taille du corps céleste, donc j'ai remis ici donc, Europe, la Terre. Si on enlève toute l'eau de la Terre et qu'on en fait une sphère, ça représente cette taille-là par rapport à la taille de la Terre. Et vous voyez qu'en comparaison, à côté, Europe, une des lunes de Jupiter, donc, contient plus d'eau par rapport à sa taille relative que la Terre. Et de la même manière, on voit que pour les autres lunes, alors Encelade, c'est pas évident parce que c'est vraiment une petite lune, mais elle contient beaucoup d'eau.
et même que des lunes plus loin, comme Pluton ou Triton, contiennent aussi plus d'eau que la Terre. Alors un petit zoom juste rapidement sur le système, enfin sur Europe. À la surface d'Europe, donc on a ces plaques, je vous disais, ces plaques de glace avec des fissures. C'est un peu comme une banquise qui se fissure et donc en fait qui est le signe qu'il y a de l'activité de l'eau liquide dessous qui fait bouger ces plaques, mais aussi qu'il y a une certaine énergie qui est présente dans le corps d'Europe pour faire cette activité des plaques en surface. Et donc voici ce qui est proposé pour Europe. Il est proposé que sous cette couche de glace qui est plus ou moins fine à certains endroits, par exemple ici au niveau des fissures, elle serait plus fine parce que justement ça crée ces fissures, ces points dus à des points chauds, et que dessous donc on aurait un océan liquide peut-être d'une profondeur jusqu'à 100 km. Donc c'est quand même 10 fois plus que sur Terre. Et donc on pense qu'il y a une chaleur qui se dissipe dans cet océan, soit provenant du cœur d'Europe, soit provenant des effets de marée dus à Jupiter, et qui crée donc ces mouvements et ces fissures, ces geysers aussi, qu'on voit à la surface d'Europe. Donc Europe, elle a, dans les petits écussons, elle a de l'eau liquide, de l'énergie, et ce qu'on voudrait bien savoir, c'est quelle est la composition de cet océan, est-ce qu'elle contient des molécules organiques. Une autre représentation ici des différents satellites. Il y a Titan, Encelade également. Donc sous cette couche de glace, on pense qu'il y a un océan. Et Encelade, ce qui a été vu grâce à l'orbiteur Cassini, c'est qu'Encelade, elle a des geysers d'eau qui sont envoyés dans l'espace au niveau du pôle sud. Ces geysers, vous avez une photo ici en rasant qu'a pris la sonde. Donc c'est vraiment des geysers de glace d'eau qui sont envoyés dans l'espace. Donc de la même manière que Europe aurait une activité dans son cœur, une circulation hydrothermale grâce à de la chaleur, eh bien Encelade aurait la même chose, sauf que sa couche de glace serait peut-être un peu plus fine ou du moins aurait des sortes de tubes à travers lesquels l'eau arrive à s'éjecter et à être envoyée dans l'espace. Eh bien, l'orbiteur que je vous parlais, la Cassini, eh bien, il a survolé ces geysers d'Encelade, et ce qu'il a détecté, parce qu'il avait à son bord de la spectrométrie de masse, il a détecté des grains de glace, bien sûr, donc il y a beaucoup d'eau, il y a des clusters d'eau, mais il y a aussi des molécules organiques. Et des molécules organiques qui ne sont pas petites, il y en a des grosses, ça va jusqu'à 200 unités astronomiques. À 200 de masse, et c'est beaucoup d'aromatiques, d'aliphatiques, mais aussi d'autres petites molécules. Donc on sait que dans l'océan d'Encelade, maintenant on le sait, on espère qu'on aura d'autres mesures bientôt, mais on sait qu'il y a aussi plein de molécules organiques. Alors si on compare tous nos corps là, avec nos 4 conditions que je vous ai définies avant, donc l'eau liquide, l'environnement stable, la matière organique et minérale, et bien sûr l'énergie, laquelle est la plus habitable. Alors évidemment, la Terre coche toutes les cases, heureusement. Mars, je vous ai montré, à l'heure actuelle, Mars n'a pas d'eau liquide, c'est pas un environnement stable. Par contre, elle a a priori de la matière organique, peut-être plus en sous-surface qu'en surface, mais il y en a, du minéral il y en a, et de l'énergie solaire, elle en a. Pour les mondes glacés, l'énergie, ce n'est pas l'énergie solaire, parce qu'ils sont trop loin du Soleil, c'est plutôt l'énergie interne qu'on va caractériser ici, compter ici. Et donc, on leur met des petits points verts ou des petits points jaunes suivant ce qu'on a observé et suivant ce qu'on sait à l'heure actuelle. Ça peut changer, puisqu'on a d'autres missions qui vont aller voir ces corps, ces satellites glacés, et qui vont apporter beaucoup plus d'informations encore sur leur composition. Mais ce que vous voyez, c'est que, d'après nos observations, ce serait Europe qui serait le monde le plus habitable, le satellite glacé le plus habitable de notre système solaire. Encelade, il a un gros point rouge
Parce que justement, à cause de l'activité de ces geysers, en fait, ça en fait un environnement qui n'est pas stable. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il perd de sa matière constamment dans l'espace. Donc à un moment, il va plus avoir d'océan, en fait, c'est à force de perdre de la matière dans l'espace. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est stable. Donc je vous disais, il va y avoir des nouvelles missions qui vont partir vers ces corps glacés. Et donc, il fallait quand même que je mentionne la mission JUICE, qui est partie. Non. Et qui donc va caractériser ces lunes. Pas toutes, hein, mais qui va donner donc des nouvelles infos sur ces lunes glacées. Et juste un petit détail, dans cette mission JUICE, il y a beaucoup d'instruments scientifiques qui vont caractériser les différentes lunes, des radars, des spectromètres, il y a des spectromètres infrarouges, il y a des magnétomètres, des capteurs de particules, etc. Mais je vous l'ai marqué là, il n'y a aucun instrument qui est capable de caractériser des molécules organiques, en fait. Donc on ne va pas être capable, avec cette mission de JUICE, de détecter de la vie, à moins qu'il y ait un dauphin qui saute par-dessus la banquise. Voilà. Bon, mais en tout cas, ça va apporter encore énormément d'infos, de contraintes sur ces lunes, et ça va être très, très intéressant. L'autre mission qui va partir normalement en même temps que Dragonfly, c'est Europa Clipper, et qui, elle, va se concentrer donc, sur cette lune que je vous ai montrée, Europe. Elle va se concentrer à caractériser Europe, caractériser la surface. Pour l'instant, c'est que la surface, parce que ce qu'on aimerait, évidemment, c'est avoir un orbiteur qui atterrisse à la surface et puis qui, éventuellement, fore la glace. Mais là, on a un gros problème au niveau contamination, puisque, vous avez vu, il existe des micro-organismes très résistants à différentes conditions. Et donc, il faut faire extrêmement attention avec le rover, avec ce qu'on va apporter là-bas, si jamais on atterrit à la surface, parce que si jamais on contamine la surface, il pourrait y avoir une vie qui se développe. Pas qui émerge, mais qui se développe. Et là, on aurait brouillé tout le système. Qu'est-ce qu'on a au-delà de notre système solaire? Parce que quand même, on n'a pas que notre système solaire. Eh bien, on a les exoplanètes. J'ai juste 2 slides dessus. Cette slide-là, donc ça vous montre une représentation des exoplanètes qui ont été détectées autour de leur étoile, et leur période, leur orbite, etc. Tout ça, elles ont été détectées par le satellite Kepler. Et à l'heure d'aujourd'hui, alors au mois dernier, désolé, il y avait 5446 exoplanètes qui sont détectées et confirmées dans notre galaxie. Donc vous avez ici, on est en partie en arrière, c'est un zoom en arrière, juste pour comparer la taille de ce type de système planétaire par rapport à notre système solaire. Donc en fait, notre système solaire, ici vous avez l'orbite des 4 planètes telluriques, ensuite vous avez Jupiter et Saturne. Donc vous voyez que un bon nombre de ces systèmes planétaires est en fait beaucoup plus petit que le nôtre. Mais aussi, c'est dû à l'observation de ces systèmes-là. On n'a pas 10 ans auxquels on peut bloquer le télescope pour regarder un système planétaire. Donc évidemment, toutes les planètes dans un système planétaire ne peuvent pas être détectées déjà en même temps et ne peuvent pas être confirmées tout de suite. Alors, du coup, toujours avec ces critères d'habitabilité, on essaye de faire la même chose avec ces exoplanètes. Est-ce qu'elles sont habitables? Donc là, il y a des critères qu'il faut enlever. Il faut enlever le côté matière organique minérale. On est incapable à l'heure d'aujourd'hui d'aller caractériser si ces environnements-là, ils ont cette matière-là. On ne sait pas s'ils sont stables. Donc ce qu'on va regarder surtout, c'est leur distance par rapport à leur étoile. C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables d'avoir de l'eau liquide à leur surface, comme défini par la notion d'habitabilité, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une certaine distance suivant la taille de l'étoile autour duquel ils orbitent. Et ensuite, on caractérise aussi, évidemment, le type d'étoile, le type spectral de l'étoile autour duquel il y a ces exoplanètes, pour déterminer si le temps a pu être suffisamment long pour avoir vu émerger éventuellement une vie extraterrestre.
Donc voilà, il y a beaucoup de planètes finalement qui sont trouvées similaires à la Terre de par leur position par rapport à leur étoile. Ici, quelques exemples à nouveau dans le système de Kepler, parce que ce satellite, il était fait pour détecter des exoplanètes, mais il a apporté énormément d'informations. Il a fait x5 au niveau des détections d'exoplanètes. Donc c'est extraordinaire et ça continue et ça continue. Alors ça, c'est juste une vidéo de la revue Nature. Faites pas attention aux sous-titres qui sont marqués, parce que des fois, c'est quand même un peu vraiment du grand public. C'est juste parce que Proxima b, c'est une planète, a priori habitable, qui est la plus proche de la Terre. Bon, le plus proche, c'est quand même 4,5 années-lumière. Mais c'est parce qu'elle est la plus proche, c'est l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, et autour de Proxima du Centaure, pardon, 4,2, autour de Proxima du Centaure, on a une exoplanète. Donc c'est quand même extraordinaire de se dire que l'étoile la plus proche de nous, elle a en plus une exoplanète. Donc si ça se trouve, peut-être qu'un jour on pourra aller la voir. Donc c'est juste une animation de cette planète qui orbite autour de cette étoile. Donc là on a l'étoile, et puis on a la planète qui est ici. Voilà. Bon, ça, c'est pas vrai, hein, on ne sait pas du tout s'il y a de l'eau liquide. Voilà, donc j'en ai fini et je vous fais de la pub pour 3 sites internet si le domaine de l'exobiologie, de l'astrochimie, des traces de vie, etc. vous intéresse. Je vous conseille d'aller voir déjà notre page de la Société française d'exobiologie, la SFE, où il y a beaucoup d'infos qui sont donc sur cette exobiologie, qu'est-ce que c'est. On fait également des webinaires tous les 2-3 mois, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire pour suivre ces webinaires. Vous retrouverez sur la page astrobiovideo.com beaucoup de cours d'exobiologie qui sont donnés à des étudiants en thèse, mais aussi à des chercheurs, donc tous les ans lors d'une formation. Donc il y a des cours dans toutes les disciplines de l'exobiologie. C'est des cours de 1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, vous retrouverez sur le site astrobioeducation.org des petites vidéos assez courtes, 8-10 minutes, éventuellement 15 minutes pour certaines, sur les différents thèmes de l'exobiologie, avec des vidéos d'approfondissement un petit peu plus complexes, un petit peu plus compliquées dans le domaine, si ça vous intéresse. Voilà, je vous remercie.